Alors, L'Ensorcelé est une adaptation de l'œuvre magistrale de Jules Barbet d'Aurevilly, un auteur du XIXe siècle normand, un auteur qui est en train d'être vraiment redécouvert aujourd'hui. À l'issue d'un premier projet qui s'appelait Dernier remords avant l'oubli, qui était le premier film de la société de production Les Films du Lion, nous avons tourné dans la Manche. Le film s'est fait dans des conditions exceptionnelles d'accueil. Nous avons pu même rencontrer des gens qui nous ont permis d'aller jusqu'au bout du projet en y participant pleinement en tant que mécène. Et à l'issue de ce projet, l'idée de se dire que peut-être développer un nouveau projet cinématographique avec une démarche d'ancrage territorial me semblait peut-être une démarche pertinente, du moins pour un projet qui permettait une nouvelle fois de développer une dynamique locale. La question qui s'est vite posée, c'était quel film, quel projet. Il se trouve que j'étais en train de redécouvrir Barbet d'Aurevilly, et notamment L'Ensorcelé. Ça m'a semblé le beau projet pour pouvoir valoriser le plus possible ce territoire, car l'œuvre est imprégnée de toute la richesse énigmatique, poétique, romantique, voire même gothique du Cotentin. Et aussi parce que cette œuvre, qui certes s'inscrit dans le 19e siècle, était porteuse de thématiques qui me semblaient contemporaines, ou du moins il y avait une résonance avec notre époque. Alors dans L'Ensorcelé, j'incarne Lacroix-Jugan, qui est un prêtre soldat, chouan, qui au début du film, spoiler, se fait brûler le visage par les bleus. Un prêtre guerrier, comme il y en a eu très très peu, mais Barbet en a fait un personnage comme il savait très bien le faire, c'est-à-dire développer une vision qui était peut-être plus proche de l'imaginaire que du réel. Et donc, L'Ensorcelé, c'est un film qui parle de l'histoire de Jeanne. Alors j'incarne Jeanne Le Hardoué, qui est une jeune femme normande, qui est issue de l'aristocratie, qui est mariée à Thomas Le Hardoué. Alors, je joue le rôle de Thomas Le Hardoué, qui est un propriétaire terrien, pas forcément très sympathique de prime abord, ni de second abord. C'est d'abord s'interroger sur cet amour déraisonnable, passionné de cette jeune femme, Jeanne, de Feu Ardent, qui après a été mariée de force à un propriétaire terrien, donc on peut parler d'une personne mésalliée. Pour l'abbé de la Croix-Jugan, comment cette femme peut-elle être aussi fascinée, ou on peut même parler tout simplement amoureuse de cet homme. Et la thématique qui s'est imposée, c'est celle de l'emprise. Donc ça parle de Jeanne, une jeune femme qui est sous l'emprise d'une sorte de monstre à trois têtes, qui est incarné par son père d'un côté, son mari de l'autre, et moi qui incarne le prêtre. Le père de Jeanne, de Ferdinand, le marquis de Ferdinand, était dans l'œuvre de Barbet une sorte de marquis, un peu une sorte de marquis de Sade, décadent, violent, profitant complètement de son statut pour abuser des uns et des autres, et notamment, et c'est là où c'est devenu intéressant, c'est qu'on s'est interrogé sur la relation qu'il avait à sa fille. Et la relation qu'il avait à sa fille était une relation à la fois violente, mais aussi incestueuse. Donc, la relation avec la Croix-Jugan est pour nous le prolongement, en fait, l'expression la plus violente, peut-être la plus monstrueuse, la plus inattendue aussi, de ce qu'elle a pu vivre avec son père, quoi. Alors moi, je joue le rôle d'Adèle, qui est une jeune fille de ferme, et qui est au service de Maître Le Hardoué, et qui a aussi son défouloir sexuel, en fait. Donc elle subit énormément de violences physiques et psychologiques, mais elle subit aussi le mépris de Jeanne Le Hardoué, parce que forcément, il la trompe avec elle. C'est un enjeu qui reste très contemporain, mais c'est surtout qui impose un vrai questionnement. Pourquoi cette emprise ? Puis, avant ou en même temps de développer ce pourquoi, il fallait s'interroger sur le cadre particulier de cette histoire. Le cadre particulier de cette histoire, c'était aussi d'abord le cadre historique. Le film se passe en 1802, premier consulat. Les violences de la guerre civile, la guerre révolutionnaire, sont encore très présentes. Sont encore aussi présents tout ce que pouvait représenter dans sa forme la plus absolue et violente aussi l'Ancien Régime. Au-delà de ça, est-ce que ce cadre venait donner du sens à cette thématique de l'emprise ? En certain sens, oui, parce qu'on avait cette jeune femme qui était une ancienne aristocrate, qui, à travers la Croix-Jugan, retrouvait peut-être ses origines, peut-être, oui, on peut dire que c'était un moyen pour elle de se rappeler d'où elle venait, et peut-être d'exprimer encore une certaine révolte par rapport à son statut de mésallié. Donc l'emprise, c'est le véritable sujet. Et quand j'ai lu le scénario,
le premier réflexe a été, d'habitude j'ai toujours un peu mon personnage préféré. Là, j'étais incapable de savoir lequel parce que tous étaient hyper intéressants et je me suis dit, waouh, ça va être un vrai challenge. L'enjeu de ce projet de résidence, il y en avait plusieurs. La première, c'était de se réinterroger sur les relations de travail dans le monde du cinéma. Il y avait un scénario écrit, qui avait été écrit par Didier Philippe et moi-même, avec la participation aussi de Régis Berthelier. Je suis normand d'origine, je suis aussi diacre de l'Église catholique. Quand il m'a parlé de son projet, j'ai tout de suite été intéressé. Il m'a d'ailleurs demandé d'avoir un petit rôle dans le scénario, une petite incise que j'ai proposée et qu'il a retenue. Comment je suis arrivé à ce projet-là, c'est uniquement par cette rencontre que j'estime providentielle pour moi, puisque c'était un vieux rêve que j'avais de faire un jour du cinéma. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai dit, écoute, si je fais ce petit rajout que tu me demandes, c'est à condition que tu me donnes un rôle. Alors je tiens le rôle qui me va très bien de l'abbé Caïmer. Et c'est un prêtre et qui est, j'allais dire, normal par rapport à la Croix-Jugan. C'est-à-dire que c'est un prêtre qui remplit bien son rôle. Bon, il a peut-être certains défauts, mais moi, il me convient assez bien parce qu'il rétablit un petit peu ce que doit être un prêtre par rapport à la société ambiante. Ce premier scénario, il n'attendait qu'une seule chose, c'est d'être tourné. Il se trouve qu'il m'est apparu intéressant de voir comment ce scénario pouvait non seulement déjà exister dans les échanges qu'il y avait avec les comédiens, mais aussi de manière collective. Donc comment s'approprier une œuvre de manière coopérative en réunissant, dans une démarche qui est assez atypique dans le monde du cinéma, des comédiens pour pouvoir, ensemble, arriver à une vision commune sur les enjeux dramaturgiques, sur les enjeux de mise en scène, sur la manière dont on veut que ce film existe aussi. Je m'appelle Claire, je suis la présidente de l'association Le Centre d'animation du Château de Gratteau. C'est là où le château de Gratteau et la relation qu'on avait commencé à construire avec Claire était déterminante. Un projet de film va s'inscrire dans une volonté de partenariat avec un lieu culturel, un lieu qui rayonne par ses objectifs culturels, mais aussi par ce qu'il représente, par son histoire, donc qui est un espace qui appartient au patrimoine normand. De cette relation à ce lieu vont aussi naître des démarches spécifiques. Et la démarche qui nous semblait la plus importante, c'est que cet espace ne va pas être simplement un espace qui va accueillir un film et une équipe de tournage, mais un lieu qui va permettre de développer cette nouvelle vision, en étant lui aussi partie prenante d'une démarche coopérative. Alors, je tiens un poste de peut-être facilitateur de projet sur l'aspect ensorcelé et aussi de lien entre l'équipe projet L'Ensorcelé et l'équipe du château pour faire en sorte que ce lieu puisse accueillir le projet dans ses différentes phases de vie. Une des étapes qui a été assez forte, c'est l'étape où on a accueilli toute l'équipe pour une résidence pendant une semaine. À terme, l'objectif, c'est qu'on puisse refaire venir L'Ensorcelé au château, bien sûr pour un tournage, pour le film, mais aussi pour aller plus loin pour sa diffusion, sa distribution. Il y a de nombreux bénévoles au château. Comment travailler avec eux ? Comment leur faire partager notre démarche ? Comment les faire participer ? Donc ça, c'était important. On était dans une forme d'immersion. Alors ça s'exprime comment ? Déjà, la présence de l'équipe dans le château était déployée de telle manière qu'on utilisait tous les espaces du château et que c'était une manière aussi de valoriser le lieu. D'autre part, elle consistait, à travers le travail qu'on faisait, d'ouvrir notre travail aux autres, à des lycéens, des collégiens, qui étaient de la ville d'à côté, de Coutances, pour pouvoir travailler avec eux. Une démarche coopérative au sein même de l'équipe, une démarche d'échange et de coopération avec le lieu qui nous accueille, avec comme autre enjeu, donc la valorisation d'un patrimoine, et notamment spécifiquement celui du château de Gratteau. Je m'appelle Victor, j'ai 27 ans, je suis originaire de Normandie. Je joue le rôle d'Antoine, un gendarme de la République. Le rôle de Bastien, du coup, qui est, moi je l'appelle le palefrenier de Maître Le Hardoué. Carbon, s'appelle-t-il, c'est son nom. De cette époque assez tourmentée, qui est un personnage sûrement plus écorché qu'il ne veut le montrer au départ, sûrement qu'il a eu une vie antérieure qui n'a pas été très lisse, dans cette période charnière extrêmement mouvementée, et pourtant alors que sa fonction actuelle de gendarme devrait justement lui donner ce côté rassurant et droit,
comme le doit être un gendarme de la République, mais il est un peu plus profond sûrement, mais peut-être même dangereux que cela. Moi, je me suis dit que c'est un personnage qui aussi pouvait se créer dans les interactions qu'il avait avec les autres. Je n'ai pas voulu partir du fait qu'il aurait une colonne vertébrale très précise ou structurée, mais plutôt qu'il pouvait avoir des réactions très différentes et pourquoi pas très imprévisibles en fonction des situations et des autres personnages qu'il croise. Alors oui, il est malgré tout, si tant est qu'on pouvait trouver un point commun, il est très proche de l'abbé Lacroix-Jugand. Moi, j'imagine que c'est un personnage plutôt noir, plutôt désespéré, et la religion est pour lui le seul phare dans la brume qui permet encore de le guider dans sa vie. Le rôle, c'est le rôle de Nonon, qui est une femme austère, donc une femme qui a œuvré pour sa vie, en tout cas de croyante, donc un passé quand même assez mystérieux. Pourquoi une femme de 30 ans, surtout dans cette époque-là, est quand même seule, et qui va s'attacher, en tout cas dans ce que j'en marque et dans la création de ce projet, c'était pourquoi elle s'attache tant à cette Jeanne, quoi. Quelle est la relation qu'elle veut émettre, et quel mystère. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans le parti pris, en tout cas de ce projet, c'était aussi le mystère, voire le côté presque sensoriel aussi de cette femme, quoi, qui va presque devenir ensorcelée aussi, quoi, qui va tellement s'attacher qu'elle va se détruire de l'intérieur. Alors du coup ça s'est déroulé en 7 jours. Déjà, c'était très étonnant. J'ai jamais fait de résidence pour un long métrage. Normalement, je fais des résidences pour des pièces de théâtre. Où pendant 2 jours, on a plus fait du travail sur table. Donc déjà, on s'est rencontrés parce qu'on ne se connaissait quasiment pas tous. Et au bout de 2 jours, en fait, on était vraiment comme si on se connaissait depuis super longtemps. Il y a vraiment l'esprit de troupe qui s'est formé. En fait, on était dispatchés dans différentes maisons. Il y avait un petit peu des petits groupes, mais qui au final se retrouvaient. On était vraiment très contents. On avait du mal à travailler parce que on avait, je pense, beaucoup envie d'en apprendre plus sur les autres. On a pu échanger sur le scénario, sur les personnages. On a pu vraiment tout décortiquer, à dire les 40-50 premières pages. En s'arrêtant après chaque séquence, chaque scène pour en discuter, pour dire voilà, qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce qui se dit pas, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette scène, qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Marc nous demandait souvent ça. Il n'y a pas que le réalisateur qui disait c'est comme ça et tout. Non, on a discuté de tout. C'était hyper intéressant. Après, forcément, c'était beaucoup d'énergie d'être enfermé, à être vraiment immergé dans l'univers, mais c'était quelque chose de vraiment important et essentiel. Puis on a déjà utilisé plusieurs décors en fait. Après, quand on a fait la bascule entre le travail à la table et le travail filmé, on a utilisé au moins 3-4 décors en fait, et c'était vraiment intéressant. Alors c'est un stade de travail, c'est pas un travail définitif, mais être déjà dans un décor avec des costumes aussi. On avait quelques costumes que des bénévoles nous avaient prêtés, un peu d'époque, pas forcément celui qu'on aurait pour le tournage, mais tout de suite avec un costume, un décor, un lieu, ok, on est déjà dedans et voilà, le travail a vraiment commencé. Le château, c'était déjà un acteur de la résidence en lui-même. On arrivait, on était déjà dans une ambiance. On arrivait le matin, il y avait un peu la brume et tout, les douves recouvertes comme ça de brume. On était seuls dans le château. Et les scènes, par exemple, où Lacroix-Jugand retrouve Jeanne dans les caves du château, plante déjà le décor, et en plus... malheureusement pour eux, ce sont des bons comédiens, donc tu leur mets à disposition un décor fantastique, mais ça donne envie. Et pareil pour ma scène avec mon maître, avec maître Le Hardoué, l'endroit où on était, ce côté un peu étable, tout ça, même si moi il me manquait un petit peu de paille, pour qu'on soit ivres tous les deux et qu'on puisse discuter. Cette scène-là où le Hardoué et Bastien discutent, et Bastien lui parle de l'avenir, peut-être les États-Unis. Une sorte de foyer au château qui est dans une tour au milieu, au sommet, où il y a une cheminée, où il y a évidemment des murs de pierre. Et là, on a tourné les scènes entre Jeanne et Thomas Le Hardoué, qui sont censés se faire dans leur cuisine ou leur salle à manger. En fait, on a joué plein de scènes différentes et on a pu jouer un peu avec tout le monde.
Et du coup, il se crée toujours quelque chose de différent. Parce que les personnages sont très singularisés chacun, les uns les autres, et aussi parce que c'était des personnes différentes. Donc c'était chouette, il y avait une interaction nouvelle qui se créait à chaque fois. Et j'ai abordé la chose comme un laboratoire de recherche, c'est-à-dire on n'est pas sur un résultat, on n'a pas envie de tout de suite avoir tout, mais plutôt d'expérimenter, quoi. Ouais, c'est marrant cette scène avec Mirabella, elle n'était pas du tout prévue dans l'église au départ, et puis ça s'est fait un peu à la dernière minute. Et en fait, d'être dans une église avec cette acoustique très particulière et ce décorum aussi, ça m'a impressionnée. Et je me sentais un peu figée, mais en même temps, ça correspondait assez bien au moment aussi où je devais être très en retenue sur mes émotions. Et Jeanne, à ce moment-là, elle essaye de ne pas laisser transparaître ce qui la secoue intérieurement, alors que Nonon lui fait des confidences importantes sur la Croix-Jugan. Et donc, c'était intéressant. Ouais. Là, j'avais l'impression que cet environnement impressionnant de l'église pouvait impacter mon jeu. C'était intéressant à tester. Elle a été enrichissante, j'ai trouvé que même c'était du luxe, j'aime bien utiliser ce mot parce que c'est rare actuellement, je pense même qu'il y en a très peu en France qui abordent cette matière-là comme ça en tout cas. Et moi ça m'a permis aussi quelque part pour le personnage d'avoir quelques clés et d'expérimenter, voire même de me surprendre. Voilà, il y a eu quelque chose de peut-être d'ouvert sur plein de choses, sur la respiration, sur ce que j'avais déjà fait auparavant, mais une fois qu'on est dirigé par un réalisateur, ça change considérablement tout. J'ai vraiment l'impression de repartir à zéro, quoi. Et donc comment on aborde un personnage avec une personne avec qui on n'a jamais tourné, on n'a jamais été dirigé. Et le deuxième endroit, c'était dans les caves, les sous-sols du château, où là, ça appelle au secret, ça appelle à la manigance, ou pas dire le mot de trop, etc. Et c'était très intéressant. Là, on a répété plusieurs scènes, mais en ce qui me concerne, une scène avec le personnage d'Antoine, joué par Gerd, où ce sont deux anciens amis, mais qui n'ont plus vraiment les mêmes objectifs. Et du coup, dans ces scènes-là, je me souviens qu'il se joue beaucoup dans le non-dit, dans le « tu sais de quoi je parle, on va pas en parler, mais tu sais de quoi je parle ». Et de rapport de pouvoir, on ne sait pas tellement où il n'est pas forcément là où on pense qu'il est. Et tourner ça dans cette cave, ça amenait quelque chose, de pesant, effectivement. Ça a été une semaine, moi, je sais pas, j'imagine que Jean-Marc a été satisfait, mais nous, en tant que comédiens, tous, on a été totalement emballés de cette ambiance qu'il a su créer, de ce casting qu'il a su faire. Parce qu'il nous réunit alors avec ses propres critères à lui, mais il ne s'est pas planté. Il ne s'est pas planté, je crois. En tout cas, je ne parle pas de la qualité professionnelle de ce qu'on va faire, parce que ça ne me regarde pas. Et puis chacun essaie de donner le meilleur de soi, j'imagine. Mais en tout cas, humainement, et ça c'est quand même une sacrée base pour créer un projet, humainement, ça a été une semaine, une parenthèse assez exceptionnelle. Moi, je trouve, à mon humble avis, ça a été une parenthèse totalement exceptionnelle. Mais par exemple, on a eu des questions sur l'image, sur la couleur. Est-ce qu'on utilise du noir et blanc? Est-ce qu'on utilise de la couleur? Est-ce qu'on utilise les deux? Je sais que ça a été une longue discussion sur les 2 premiers jours. Mais j'avais entendu aussi, je crois que c'était avant le tournage de American Beauty, je crois. Il me semble que, moi c'est un film que j'aime beaucoup, mais où ils avaient fait beaucoup de répétitions. C'était assez théâtral aussi, dans l'esprit de troupe, dans tout ça. Et je m'étais dit, tiens, c'est chouette qu'ils fassent ça, parce qu'apparemment, ça faisait presque... Derrière, ils pouvaient presque tourner le film en plan séquence, parce qu'ils avaient tout répété à la suite, et ils voyaient aussi les scènes qu'eux, ils sont pas censés voir, mais du coup, ça crée vraiment une synergie qui, je pense, était intéressante. Et du coup, quand Jean-Marc a dit qu'on allait faire ça, je me suis dit, ah bah tiens, ça me rappelle ça. Et pour moi, c'est fait partie de la réussite de ce film-là. Et du coup, je me dis que ça peut être une très bonne chose pour le film. Le travail consiste justement à accorder tous les éléments par rapport à la vision du réalisateur et aussi par rapport à nos jeux respectifs. Dans cet esprit de partage, effectivement, nous avons fait en sorte de pouvoir en toute liberté s'exprimer dans le travail de nos personnages, sans se brider, en échangeant le plus simplement du monde. Et ça, c'est gratifiant, et puis c'est motivant, et ça donne un esprit comme ça qui est très dynamique aussi. Et donc on a passé un petit peu de temps là-dessus, et puis il y a des gens de l'extérieur qui sont venus aussi, on a ouvert un peu les portes du processus créatif,
Et ça, c'est chouette aussi de pouvoir partager toujours avec les autres. Ce jour-là, il y a eu plein de gens qui nous ont dit, mais est-ce que le jour même, on peut juste ne serait-ce que faire de la figuration ? Ces moments qui, normalement, sont très... Voilà, qu'on voit parfois dans des making-of rapidement et tout, mais là, de les partager de manière réelle, en direct avec des gens, de recevoir des questions, ça faisait déjà vivre le film alors qu'il n'existait pas encore, donc ça, c'était chouette aussi, ouais. Pendant que les autres faisaient aussi leur scène, on regardait de point de vue, en haut de la tour et tout. C'était une belle chance quand même. Quand on ne travaillait pas, quand on regardait les autres jouer, on avait soit ce spectacle-là qui s'offrait à nous, soit le spectacle du château. Je pense que c'est toujours un outil avec lequel il faut jouer, quoi. Donc tu sais jamais jusqu'au dernier moment ce qui va se passer aussi dans l'échange avec l'autre. Parce qu'il faut toujours, je pense, être en réaction à l'autre. Donc du coup, il faut... Tout ça, ça se prévoit pas tellement. Évidemment, tu travailles et tout, donc tu essaies de prévoir des choses, de travailler. Mais le but, c'est d'être surpris soi-même aussi par le moment où ça tourne. Parce que, il y a cet écho-là qui est arrivé sur ce mot-là. Il y a cette lumière qui arrive sur le visage de l'autre. Enfin, il y a des choses qui se passent dans l'instant aussi. Il y a une émotion que tu ressens à travers l'autre qui vient te bouger différemment. Et du coup, faut être ouvert à tout ça. Et donc, le décor en fait partie. Et j'avais pas prévu, non, Enfin, les choses ont bougé grâce au décor, quoi. Pour moi, ça fait un tout, quoi. Attends, je veux juste pas mettre le doigt dans l'œil. On te fait pas mal, ça va? Ah, ok, parce que j'ai l'impression de partir avec ton œil. Donc. Alors, je m'appelle Oriane Fayard, je suis make-up artiste et coiffeuse. Le plus gros du travail, je dois réaliser un masque pour le personnage principal qui est brûlé. Avec Jean-Marc, on s'est beaucoup appelé au téléphone et puis du coup, il m'a parlé de ce qu'il voudrait, de comment envoyer le scénario par rapport du coup aux formes, s'il y avait justement une blessure là, et comment il a été brûlé. Et du coup, je lui ai fait des croquis, il validait, il me disait il rectifiait et ensuite m'a envoyé aussi des photos de référence. Et quand il a validé le croquis, j'ai fait une première prothèse, d'abord la sculpture d'ailleurs, que je lui ai montrée et qu'il a validé. Et du coup, j'ai attendu la résidence pour mettre la sculpture en prothèse et après poser ça sur Maxime. Et du coup, là, il a pu voir en réel ce que t'a donné le croquis. Moi, j'ai passé aussi un petit peu de temps avec Oriane, la maquilleuse, pour essayer de trouver un aspect au visage de mon personnage. Donc, c'était assez étrange de voir mon visage se changer sous ses doigts. Et donc, elle a fait un beau travail de prothèse et tout. Elle a moulé mon visage aussi pour pouvoir après faire des prothèses vraiment sur mesure le jour du film. Et puis j'ai joué un petit peu avec le maquillage pour essayer de me rendre compte comment je pouvais modifier un peu ma bouche, mes yeux sous ce maquillage-là pour que ça paraisse réaliste. Et puis moi, modifier un peu ma manière de parler, des choses comme ça. Le Maxime, c'était la première fois qu'il se faisait poser une prothèse, donc du coup c'était un peu nouveau pour lui. Et il a été super, il m'a aidé et tout. Et il s'est vraiment mis dans son personnage dès qu'il a eu la prothèse. Et du coup, ça va bien l'aider pour se mettre dans son rôle. Et ensuite, du coup, tout le monde a donné son avis. Et tout au long des 3 jours où j'étais là, on a fait tous les jours un masque. Et tous les jours, on a réalisé d'autres commentaires pour à la fin arriver à un bon résultat. Et c'était une grosse question, pas seulement sur le make-up, mais aussi sur la mise en scène. C'est-à-dire que comment on montre les sévices de la Révolution française sur ce personnage-là, sans être trop caricatural, sans être trop déjà vu. Enfin, c'était au-delà du travail du make-up, ça allait vraiment au-delà. Eh bien, c'est passé déjà dans une ambiance très fraternelle, très joyeuse, très enthousiaste. Moi, qui suis peut-être le doyen de l'équipe, je ne sais pas exactement, mais je crois que je suis le plus vieux. J'ai été heureux d'être au contact de jeunes qui prenaient à bras-le-corps ce projet. Et donc déjà l'ambiance fraternelle, l'envie d'y arriver, et tout ça était pour moi très porteur, très, très, très positif. Parce qu'en fait, finalement, la seule déception que j'ai, c'est que ça n'a pas duré plus longtemps. C'est qu'on a pu tester énormément de choses,
Et je pense qu'on aurait pu continuer. On n'a pas rushé. On a eu le temps on a pris le temps sur tous les points. Mais je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin. Et en même temps, c'est pas plus mal d'avoir fait que 7 jours. Parce que ça nous permet aussi et je pense surtout à Jean-Marc, mais à tout le monde en général, de se questionner et de revenir un peu quelques mois plus tard, justement avec des idées nouvelles, fortes de toutes ces propositions. Et en plus de ça, c'est qu'avec Jean-Marc, nous après on a travaillé sur les rendus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu à peu près 14 heures de rush filmé, parce que j'ai non seulement filmé du coup les essais qu'on a faits, mais j'ai aussi filmé les moments de rencontres, les moments de travail sur table, etc., avec toutes les idées qui ont été listées. Et ça nous a permis de rétrospectivement revoir ce qu'on a fait. Et du coup, de réavoir de nouvelles idées, parce qu'on a eu le temps d'y réfléchir entre la résidence et le moment où on a vu les rushs. Et puis, on a surtout pu en parler ensemble vraiment de manière plus reposée. Parce que c'était tellement intense qu'on a eu tellement d'idées que finalement, je pense qu'on en a oublié pas mal aussi, et d'autres avaient besoin de réflexion. La résidence avait aussi comme objectif de jeter les bases donc d'une vision commune sur les différents enjeux dont est porteur le film. Si la résidence a permis de construire une vision commune sur les enjeux artistiques, les enjeux thématiques, même la réflexion qui a pu être faite sur l'image. On a travaillé autour de la table, mais on a travaillé avec Valentin Denis sur les images pour que les images nous permettent aussi d'avancer dans notre réflexion, donc de faire évoluer les scénarios. L'idée, c'est de pouvoir continuer dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que faire un film, ça va être important pour nous tous. Faire que ce film se réalise, se concrétise. Mais il ne faut surtout pas oublier ce qui a été construit pendant cette semaine. C'est-à-dire que la démarche coopérative, collective, doit continuer avec tous ces enjeux, même les enjeux d'éco-responsabilité, avec les enjeux qui doivent être aussi celles, c'est très important, la manière dont on diffuse des œuvres. Hein. On n'en parle pas une fois que le film est fini. On doit en parler en amont. Comment on voudrait que l'œuvre soit diffusée, comment on va créer les conditions de rencontre entre l'œuvre et le public. C'est tout ça qu'il faut défendre pour que le film se fasse. Ma démarche, ce n'est pas simplement le désir de concrétiser, de se donner les moyens de faire un film, c'est à travers ce film de pouvoir défendre tous ces enjeux, toute cette ambition-là. Et je crois que toute l'équipe est prête. Aujourd'hui, il faut pouvoir se dire que en 2024, le film existera, doit exister, avec ces nouveaux enjeux, avec une réelle démarche innovante, et pouvoir, après, le montrer, le diffuser l'année qui suit, quoi. Les bénévoles nous ont expliqué qu'ils ont organisé des spectacles de théâtre, il y a même eu des projections. Moi, mes petits rêves, ce serait de faire une soirée où le film sera projeté sur les murs du château. Tu vois, ce serait assez fou, ça. J'ai l'extrême conviction que malgré tout, le cinéma est un outil merveilleux, comme vecteur de savoir, vecteur culturel, quoi. Mais que je crois qu'il est arrivé une époque où on peut, à un moment donné, où on peut se dire que il faut le faire évoluer vers des nouvelles pratiques. Alors des nouvelles pratiques d'écriture, peut-être des nouvelles pratiques de production, de diffusion. Mais ces nouvelles pratiques, inévitablement, nécessitent de faire un pas de côté, de déconstruire même ce qui est peut-être actuel. Alors, c'est mon désir. Pourquoi ? Parce que je crois que notre ambition, c'est de se dire que cet outil de transmission fabuleux qu'est le cinéma, il faut pouvoir l'utiliser plus du tout, ou peut-être, en tous les cas, tendre vers ça uniquement comme outil de pur divertissement. Il a quelque chose d'autre à défendre aujourd'hui. Et surtout à notre époque, je crois qu'on est tous conscients qu'on est dans une société, un monde qui est traversé par des bouleversements sociétaux, politiques, économiques et environnementaux qui sont tragiques. Le cinéma doit pas être à côté de ça, quoi. Il ne peut pas continuer simplement à être un outil de distraction. Il doit être un outil utile. En fait, moi, ce que je crois, c'est un cinéma citoyen. Voilà. Un cinéma citoyen, et pour paraphraser Jean Vilar, un cinéma service public.